Ça envisage de fabriquer 500 tracteurs par an. Jusqu'à présent, l'usine en fabriquait un peu plus de 200, de quoi faciliter davantage le travail de nos paysans. Notre dossier du jour s'intéresse à l'aviculture, plus précisément au poulet. Comment sont-ils élevés et par quel processus se retrouvent-ils dans nos assiettes? La réponse en fin de journal. La chronique santé du jour est consacrée à une méthode de désintoxication de l'organisme appelée spa ionique, un procédé qui consiste à recueillir les toxines de l'organisme par les pieds trempés dans de l'eau salée. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce journal. Ouverture ce matin à Bamako de la 6e session du Conseil de direction du contrôle financier. Les assises de 2 jours examineront la stratégie nationale du contrôle financier et feront par la même occasion le point d'exécution du programme de l'action gouvernementale en matière de gestion des finances publiques. Le reportage est de Modibo Mariko. 6e fois d'un rendez-vous annuel, cette session du Conseil national de direction du contrôle financier se fixe comme principale tâche l'amélioration de la qualité des dépenses publiques. Il s'agit ainsi de passer au pain fait des thèmes portant sur le contrôle d'effectivité de la prestation et de la stratégie nationale du contrôle financier. Il sera aussi question de faire l'état d'exécution du programme d'action gouvernementale d'amélioration et de modernisation de la gestion des finances publiques, PAGAM GFP, des programmes dont la mise en œuvre ces dernières années a permis d'atteindre des résultats jugés encourageants. Ainsi, au 31 décembre 2011, le volume global traité dans les services de contrôle financier a été de 196 009 dossiers contre 177 931 en 2010, soit un accroissement de 10,16%. Le taux de couverture des dépenses contrôlées par les services de contrôle financier a été de 98,49% contre 96,30% en 2010. Cette session se tient à un moment où la problématique de la gestion des finances publiques connaît des chantiers qui se dressent comme des défis. Il s'agit de la transposition des nouvelles directives de l'UEMOA et de la nouvelle stratégie de contrôle interne adoptée par le gouvernement. Des défis s'ajoutant au contexte économique particulier de notre pays caractérisé par la baisse drastique des ressources internes et externes. Le gouvernement a fait un budget, a ajusté le budget en conséquence. Ce budget doit être contrôlé rigoureusement, car l'emploi des deniers publics exige une surveillance constante et précise. Le contrôle des décisions de dépenses permet aussi, dans un cas de raté des ressources, d'arrêter les dépenses irrégulières à la source. L'automatisation du système intégré et l'informatisation des dossiers financiers ayant sensiblement amélioré la qualité de l'information financière, les perspectives de services pour 2012-2013 seront placées sous les signes de la consolidation des acquis par la poursuite de la déconcentralisation des services et le perfectionnement des effectifs par la formation. Autre rencontre, celle des points focaux des différents départements ministériels. Ils sont à Sélingué pour examiner le rapport 2011 sur les inondations au Mali. Ils devront faire des propositions qui serviront de piste pour le gouvernement afin de prendre les dispositions nécessaires pour cette année 2012. Reportage de Mohamed Diarra. Mieux vaut prévenir que guérir, dit un adage. Cet adage justifie bien la rencontre des points focaux des différents départements ministériels à Sélingué. Il s'attelle à finaliser le rapport 2011 sur les inondations. Le moment est propice puisque l'hivernage vient de commencer. Le rapport 2011, une fois finalisé, se veut un outil de référence en matière de suivi et de prévention des inondations qui ont causé d'énormes pertes les années précédentes. Des pertes d'animaux, la destruction de superficies emblavées, la destruction de l'habitat et des routes, une érosion massive du sol et quelquefois des pertes en vies humaines, toutes choses qui ont des retombées négatives pour notre pays dont l'économie repose essentiellement sur le secteur agro-pastoral. Et pourtant, les causes des inondations sont connues de tous, notamment l'occupation des zones inondables qui pose de réels problèmes d'urbanisation. Il y a aussi des problèmes d'assainissement. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de la solidarité sous-régionale, notre pays a reçu 57 83 885 francs CFA de la CEDEAO pour appuyer les efforts dans la gestion des inondations. Quant à vous, les points focaux,
Il est attendu de vos travaux la synthèse des actions préventives et de gestion menées en 2011 et des propositions d'action pour l'hivernage 2012 qui vient de commencer en vue de mieux sécuriser les personnes, leurs biens, l'environnement à l'échelle nationale. Ces différentes propositions devront servir de fil conducteur pour le comité interministériel de veille sur les inondations, un comité présidé par le Premier ministre, chef de gouvernement. Voilà, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'en cas d'inondation, restez chez vous et limitez vos déplacements dans la mesure du possible. Je vous l'annonçais en titre, l'usine Mali Tracteur SA envisage de fabriquer 500 tracteurs par an, cela pour le grand bonheur de nos paysans. Jusqu'à présent, elle produisait un peu plus de 200 tracteurs. Cette société située sur la route de Samaya à 20 km de Bamako est en nette progression de rendement. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était à l'usine ce matin pour s'enquérir des conditions de travail du personnel, suivi par Daouda Sidiki Diara. En ce début d'hivernage, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est venu s'imprégner des conditions de travail du personnel de Mali Tracteur SA, une usine d'assemblage de tracteurs située sur la route de Samaya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bamako. L'organisation de la campagne agricole ne constitue pas seulement à la mise en place des engrais, des pesticides, mais il faudrait aussi organiser les opérations de labour, les opérations de semis, les opérations d'entretien culturel. Et toutes ces opérations sont faites chez nous aujourd'hui à l'aide de deux moyens. La première, c'est la mécanisation agricole. La seconde, c'est avec la DABA. La DABA, de plus en plus, nous sommes en train de nous en éloigner. Et aujourd'hui, la mécanisation agricole, la plus répandue, c'est la charrue et la paire de bœufs, ce qu'on appelle l'attelage. Depuis son inauguration, le 24 avril 2009, l'usine d'assemblage de tracteurs qui avait démarré avec des problèmes a produit et vendu 530 tracteurs multifonctionnels de 39 à 70 chevaux allant de 6 millions à 9 millions de francs CFA par engin. Ce qui fera dire au ministre que l'usine a fait beaucoup de progrès. Je me suis rendu compte que l'usine produit bien et cette année les ventes se sont accrues. Et donc des paysans sont venus acheter des tracteurs et ça se vend en tout cas comme des petits pains. En termes d'achat, la région de Sikasso est en tête du peloton avec 148 tracteurs depuis l'inauguration de l'usine. Le ministre a symboliquement remis les clés de 2 tracteurs à leurs propriétaires venus de Sikasso. Le ministre a visité les batteuses multicéréales de stock de la chaîne de montage de tracteurs. En 2011, Mali Tracteur a monté 207 tracteurs et envisage d'atteindre 500 unités par an. Voilà de quoi faciliter davantage le travail de nos paysans. Autre bonne nouvelle, les voyants de la compagnie malienne pour le développement des textiles sont au vert. Les états financiers de l'exercice 2011 de la CMDT font ressortir des capitaux propres de plus de 12 milliards de francs CFA avec un bilan de plus de 230 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 70e session du conseil d'administration de la CMDT. Une session tenue ce matin et placée sous le signe des résultats retrouvés, nous informe Bourama Traoré. Si la performance d'une structure se mesure par ses résultats, la compagnie malienne pour le développement des textiles a de quoi être fière de sa bonne santé financière. De l'analyse des états financiers de l'exercice 2011, la CMDT a réalisé un résultat de plus de 8 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 70e session du conseil d'administration de la compagnie. L'exercice 2009, notre compagnie est sortie avec moins 13 milliards de résultats. L'exercice 2010, c'était moins 4 milliards de résultats. Aujourd'hui, cette session, le conseil vient d'arrêter les résultats pour un chiffre d'affaires de 109 milliards, un total bilan de 230 milliards, mais un résultat net positif de 8 milliards 7 pour notre compagnie. Donc c'est en fait un résultat retrouvé pour la compagnie. Ces résultats méritent d'être consolidés pour permettre à la CMDT de continuer à jouer son rôle de moteur dans l'économie malienne. Selon les statistiques, plus de 3 millions de Maliens vivent du coton. Ce qui est aussi important, c'est justement tous ces résultats positifs que la filière a procuré pour le pays pour cette campagne 2011-2012, où les producteurs eux-mêmes vont se retrouver avec un supplément de rémunération important de l'ordre de 30 milliards, mais aussi tous les secteurs qui tournent autour de notre filière. Je veux parler des banques, je veux parler des assurances, des transporteurs, les usines de
transformation de la graine, les unités textiles du pays. Et si on réunissait tous ces résultats bout à bout, imaginez combien la filière va apporter à l'économie de notre pays. Notre pays a produit pour la campagne 2011-2012 445 000 tonnes de coton graine, ce qui place le Mali au premier rang des pays africains producteurs de coton. Et nous restons dans le monde agricole. Après la tenue de son congrès constitutif les 25 et 26 février 2012 à Koutiala, le syndicat des paysans du Mali vient d'adopter son règlement intérieur et son plan d'action. Cette rencontre se tient sur recommandation des 35 membres du bureau. Était également inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre la présentation des revendications formulées par les syndicalistes. Ces recommandations sont entre autres l'accès des paysans à moindre coût aux intrants agricoles et attend la disponibilité des crédits agricoles à un taux incitatif. Les paysans réclament aussi la subvention de la redevance eau en contre-saison ainsi que leur participation à la fixation des prix des produits agricoles et à la gestion des intrants agricoles. À présent, un tour hors de nos frontières avec la présidentielle en Égypte. Le candidat islamiste Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, revendique la victoire, mais son adversaire, Ahmad Shafik, le dernier Premier ministre de l'ancien président Hosni Moubarak, conteste cette victoire autoproclamée. Pour le moment, le dépouillement se poursuit. Les résultats sont attendus ce jeudi 21 juin. Avant même la fin du dépouillement, les frères musulmans ont annoncé la victoire de leur candidat. Je rends hommage à tous les Égyptiens. Je promets d'agir comme un frère pour eux, comme un père pour eux, et comme l'un d'eux qui a connu les mêmes problèmes et soucis, et je travaille pour les servir. Dès cette annonce, des centaines de partisans se sont regroupés place Tahrir. C'est le premier président civil. On peut dire maintenant qu'on n'est plus gouverné par des militaires. Le pays est sur la bonne voie. Je lui dis qu'il faut régler les problèmes de chômage, s'occuper des jeunes qui ont besoin d'emploi, de logement et de pouvoir vivre dignement. Le camp du candidat Ahmad Shafik, dernier Premier ministre du président Moubarak, s'est insurgé contre cette autoproclamation qualifiée d'acte de piraterie basée sur des chiffres totalement faux. Les décomptes se poursuivent et les résultats définitifs sont attendus pour le 21 juin, dernier délai. Le Conseil suprême des forces armées a de son côté promis de respecter les pouvoirs du nouveau chef de l'État. Le président de la République élu recevra la totalité des pouvoirs attribués au président de la République, qui est le chef du pouvoir exécutif. Un engagement qui doit prendre effet d'ici au 30 juin. Cette annonce intervient alors que les mêmes militaires se sont arrogés dimanche soir de vastes prérogatives, dont le contrôle du pouvoir législatif. Autre élection, cette fois législative, et dont on connaît les résultats. En France, la gauche a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le président François Hollande obtient ainsi les pleins pouvoirs. La droite, de son côté, tente de garder la tête haute. Zoom sur les principaux candidats de cette élection législative en France. C'est une vague rose qui emporte l'Assemblée nationale. Les Français ont choisi de donner les pleins pouvoirs au président François Hollande. La formation socialiste dispose de la majorité absolue. La gauche concentre tous les pouvoirs, une première dans l'histoire de la Ve République. Le gouvernement qui sera nommé cette semaine pourra agir avec efficacité pour conduire le redressement du pays dans la justice. Déception en revanche pour la socialiste Ségolène Royal, battue dans un duel fratricide à La Rochelle. Elle s'incline largement face à un candidat dissident de la gauche et voit ainsi s'envoler ses espoirs de présider l'Assemblée nationale. La droite, elle, prend acte de sa défaite. C'est désormais un vaste chantier de reconstruction qui s'entame à l'UMP, un congrès fixé en novembre pour désigner le futur secrétaire général du parti. Face à une gauche qui désormais détient tous les pouvoirs, nous serons sans complaisance. Nous ne laisserons bafouer ni l'indépendance nationale, ni les valeurs de la République. Nous ne laisserons pas ruiner le pays avec des augmentations d'impôts
et de la dette. Nous ne laisserons pas détruire nos emplois, nos entreprises, nos universités, faute de compétitivité. Le Front National obtient 2 sièges. À 22 ans, Marion Maréchal-Le Pen fait son entrée Palais Bourbon. Marine Le Pen, quant à elle, est battue de quelques voix à Hénin-Beaumont. Elle demande un recomptage des votes et salue une percée historique de son parti. Avec 25 ans d'absence illégitime et antidémocratique au Parlement, malgré son incontestable représentativité durant toutes ces années, le mouvement national fait à nouveau son entrée à l'Assemblée. François Bayrou, le leader centriste du MoDem, échoue dans son fief des Pyrénées-Atlantiques. Une lourde défaite. Il annonce vouloir prendre le recul qui s'impose avec la vie politique. Retour chez nous et nous allons à Koulikoro où l'école publique second cycle de Katibougou a réceptionné ce lundi matin son tout nouveau forage. Ce forage a été gracieusement offert par l'Agence des musulmans d'Afrique à hauteur de 4 200 000 francs CFA. La cérémonie de réception a mobilisé les autorités politiques et administratives, les parents d'élèves et plusieurs invités. C'était aussi en présence de notre reporter Sédou Traoré. Ce point d'eau mis à la disposition des élèves et enseignants de l'école de Katibougou deuxième cycle vient de pallier les difficultés d'accès à l'eau potable qui connaissent cet établissement public. En effet, pour boire de l'eau potable, les élèves étaient obligés de s'approvisionner dans les familles voisines, situées environ à 1 km. Le forage en question a une profondeur de 48 mètres et muni d'une pompe manuelle dans un enclos. Le tout pour un montant de 4 200 000 francs CFA, entièrement financé par l'Agence des musulmans d'Afrique. Ceci à travers une doléance du conseil de cercle de Koulikoro. Pour le manque d'eau, nous avons vécu toutes sortes de souffrances. Déranger les voisins, casser les robinets des voisins. Nous dirons à nos enfants de sauvegarder l'œuvre ainsi réalisée pour eux. Car le partenaire, à travers ces réalisations, n'a de plaisir que lorsqu'elles sont bien exploitées et entretenues pour le bien de tous. Ce geste de l'Agence des musulmans d'Afrique a été salué par l'équipe du comité de gestion scolaire de l'école et les notables du Katibougou, pour qui le rêve est devenu une réalité. Et très ému par le sketch des élèves sur les conséquences du manque d'eau potable, le représentant de l'Agence des musulmans d'Afrique a exprimé la volonté de l'agence à réaliser d'autres actions de ce genre. Ce forage est financé sur la demande du président du conseil collectivité Koulikoro par une mère qui a souci de l'aisance de l'enfant. La direction de l'école qui a évoqué d'autres problèmes comme le manque de salles de classe, de clôture et d'électricité a rassuré les partenaires que bonne légende sera fait de ces joyaux. Place au dossier de ce soir qui traite de l'aviculture au Mali, l'aviculture qui désigne toutes sortes d'élevages de volailles. Il ressort de cette enquête que tous les acteurs de la filière en profitent bien. Autre constat, en matière donc de volailles, rien ne se jette et rien ne se perd. Tout a une utilité. Pour en savoir plus sur le traitement réservé aux volailles avant qu'elles ne se retrouvent dans nos assiettes, suivons cette enquête de notre équipe de reportage dirigée par Boubacar Sissoko. Le Mali est un grand pays d'élevage. Quant à l'élevage de la volaille, il est pratiqué par la grande majorité de la population, surtout par celle du milieu rural. À ce sujet, les produits de l'aviculture occupent donc une place importante dans l'économie. Les statistiques de la Direction nationale des productions et industries animales ont estimé l'effectif de volaille à 36 millions de têtes. Il y a 90 à 95% qui sont concentrés en milieu rural, ce qu'on appelle l'aviculture villageoise, et 5 à 10% qui sont concentrés dans l'aviculture moderne, dans les alentours des grandes villes. La volaille joue un rôle très important dans la vie socio-économique de nos populations. Donc l'aviculture d'une manière générale contribue à augmenter le revenu des éleveurs et à lutter contre la pauvreté. Cet élevage se pratique de deux manières au Mali. En milieu rural, il se fait de façon traditionnelle. Dans ce cas, les oiseaux sont abandonnés à eux-mêmes. Dans les périphéries des villes, l'aviculture se pratique de manière plus ou moins moderne.
Là, les oiseaux sont élevés dans des poulaillers modernes ou dans des fermes. Le commerce de la volaille peut rapporter beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Les œufs, les oiseaux se payent bien. Les clients viennent en commander jusque dans les fermes. Les produits de l'aviculture et les sous-produits permettent à bon nombre de citoyens de trouver leur compte pour subvenir aux besoins des familles. Chaque marché de volaille de Bamako est bien structuré. Les vendeurs sont entourés par des jeunes gens qui s'occupent de l'abattage, du dépouillement et de la grillade. Les produits de la volaille, les produits avicoles contribuent à améliorer la qualité nutritionnelle des populations par l'apport de protéines de haute valeur nutritive que constituent la chair et puis les œufs. En ce qui concerne les abats communément appelés les pièces, c'est-à-dire les pattes, les têtes, les viscères, les gésiers et autres, sont directement vendus aux femmes. Celles-ci les cuisent pour les revendre, ce qui leur permet de joindre les deux bouts et résoudre les petits problèmes d'argent au sein de la famille. Nous les lavons proprement d'abord avant de les cuisiner. Nous arrivons à tirer des bénéfices. Ce qui fait dire qu'au niveau de la volaille, rien ne se jette ou se perd. Tout a une utilité. Pourquoi on dit que rien ne se jette en matière de l'élevage de volailles? C'est parce que tous les sous-produits dérivants de ces produits sont valorisés. Si on prend les excréments de volailles, communément appelés fientes de volaille, elles sont utilisées soit à la fertilisation des cultures, soit on peut les utiliser pour produire les larves de mouche, qui est un substrat préférentiel pour la mouche domestique, soit on peut l'utiliser pour faire l'engraissement des bovins, ou bien encore la production laitière. Donc toutes ces utilisations sont possibles avec les excréments de volaille. Bon, en plus, on peut l'utiliser aussi pour faire du méthane. Le méthane qui est un gaz biologique qu'on peut utiliser en éclairage et en électricité. La fiente de volaille, si vous voulez, c'est une fumure organique de premier choix. Premier choix d'abord compte tenu de sa composition en éléments nutritifs. La fiente de volaille est peut-être la plus riche des différentes sources d'engrais organiques que nous avons, parce que la fiente elle est très riche en azote et également riche en phosphore, riche en potassium et riche en autres éléments nutritifs. Donc c'est cette composition en éléments nutritifs qui fait de la fiente un élément de premier choix dans l'agriculture au Mali, notamment l'agriculture périurbaine. Partout où vous passerez dans des marchés de Bamako, vous apercevrez des vendeurs de volailles. Dès que vous en achetez, vous pourrez bénéficier du service de jeunes gens pour égorger l'oiseau, le déplumer et le griller, moyennant quelques jetons. Voilà, ensuite les poulets passent à la cuisine pour terminer dans nos assiettes et en plus, c'est très bon. La chronique santé du jour est consacrée à une méthode de désintoxication de l'organisme. Il s'agit du spa ionique à la croisée de la chimie, de la physique et de la médecine. Ça consiste à recueillir les toxines de l'organisme rien qu'en mettant ses pieds dans de l'eau salée. Et généralement, la technique donne des résultats au bout de 4 séances seulement. Suivant Focus Santé, une réalisation du Kessira Emmanuel Dambélé. Un bracelet au poignet, une ceinture au tronc, les pieds dans de l'eau salée où se trouve déjà un générateur d'ions. Madame Diallo est à sa 2e séance de bain des pieds avec ce qu'on appelle le spa ionique. Cette technique à la pointe de la technologie est un moyen de désintoxication connu dans le monde depuis plusieurs dizaines d'années. Elle permet surtout de désintoxiquer notre organisme exposé à toutes sortes de pollutions. Notre mode de vie stressant, notre alimentation fait que l'organisme est toujours surchargé et certains organes travaillent doublement. Donc cette méthode permet non seulement de permettre à ces organes de bien assimiler les nutriments essentiels, secondo,
ça leur permet de se débarrasser des toxines alimentaires, des toxines gazeuses, des toxines médicamenteuses. Le spa ionique soulage les allergies saisonnières, les maux de tête. Il permet également à l'organisme d'éliminer les métaux lourds et a un effet bénéfique sur la perte de poids ainsi que sur l'ensemble du système immunitaire. Au cours de la séance de 30 minutes, l'eau salée contenant le générateur d'ions change progressivement de couleur en fonction de l'état d'intoxication du patient. Ceux qui ont fait quelques séances de bain des pieds avec le spa ionique ne tarissent pas d'éloges face aux bienfaits de la méthode qu'on associe à la médecine traditionnelle pour soulager les patients. J'ai bien ressenti l'effet de cette méthode. Ça m'a fait du bien. Je souffrais d'hypertension. J'avais mal au dos, aux genoux, partout. Grâce à cette méthode, je me sens mieux. Je n'ai pas associé d'autres médicaments. Il faut souvent 4 séances, 1 mois de cure pour voir les résultats. Donc ça dépend, les patients trop surchargés, dès la première séance, ils sentent une amélioration. Par rapport à un patient qui n'est pas trop surchargé, il faut 2 ou bien la fin des séances pour qu'il puisse sentir les bienfaits. Sinon, ces 4 séances, on peut aller au-delà en fonction des résultats, des résidus, de déchets qu'on trouve dans l'eau. Le jeune Sékou Sylla, par exemple, se sent beaucoup mieux aujourd'hui. Lui qui, grâce à 4 séances de désintoxication par le bain des pieds, a derrière lui aujourd'hui 5 années d'insomnie chronique. Je me débrouille comme ça. Le matin, je vais au boulot. Le soir, je retourne très fatigué. Et je me couche, je ne dors pas. Et le matin, je repars au boulot. Alors, je me débrouille comme ça. J'avais tout le temps mal à la tête. Et souvent même, j'avais de la peine à regarder l'écran parce qu'ils sont obligés de travailler au bureau avec l'ordinateur. Et souvent, j'étais obligé vraiment d'aller m'asseoir à côté et baisser la tête, comme ça. Parce que je ne pouvais plus regarder l'écran parce que je ne dormais pas. Au terme des 4 séances, vraiment, j'ai retrouvé le sommeil. Je dors très bien maintenant. Ah ouais. Mais est-ce que vous avez dû ajouter d'autres médicaments ou d'autres actifs? Absolument pas. Pas d'autres médicaments. Uniquement voilà, les centres de désintoxication là. À la croisée de la chimie, de la physique et de la médecine, le bain des pieds n'est pas considéré comme une méthode de traitement médical. Tout individu peut se faire désintoxiquer à condition de ne pas avoir une prothèse métallique dans son organisme. Voilà une méthode à portée de tous. Profitez-en pour être en meilleure santé. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, mais avant, à 10h et à 13h, vous serez avec Sira Bachili. Un clin d'œil à nos téléspectateurs de Walia, c'est en première région. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci à tous. Thank you.